J'ai vraiment envie de consommer mieux et de consommer surtout des produits locaux le plus possible, donc qui viennent de ma région. Ce qui m'a amené à me demander en fait qu'est-ce qui me retenait. Pourquoi est-ce que je le faisais pas? Parce qu'en fait en somme, moi j'habite un village et il y a plusieurs fermes aux alentours qui vendent leurs propres produits. Donc je pourrais quand même assez facilement me procurer des produits de ma région. Et en fait je remarque que je le fais pas et je me suis questionnée sur le pourquoi en fait je le faisais pas. Et la réponse en fait est très évidente, c'est juste la flemme. Ouais, la flemme. Disons que devoir faire plusieurs endroits pour avoir tous les produits que je veux et finalement devoir me rendre dans une grande surface parce que forcément il y a des trucs que j'arriverai pas à avoir dans des fermes, et ben c'est juste que ça me gonfle parce que j'ai pas le temps. Voilà, je travaille, j'ai des enfants, j'ai plein d'autres trucs à côté, j'ai juste pas le temps de commencer à faire mes courses dans 50 000 endroits différents. Du coup j'essaie un petit peu à mon niveau de régler ce problème là. Donc déjà je vais depuis quelques temps maintenant, c'est pas tout nouveau, dans la boucherie de mon village. Donc voilà, j'essaye de prendre le moins possible de la viande dans mon supermarché. Donc j'essaye d'aller vraiment dans la petite boucherie du village. La viande est meilleure dans ce genre d'endroit, dans cette petite boucherie. Elle est peut-être un peu plus chère, mais au moins je sais que la qualité est là. Et du coup voilà, avant j'y allais avec mes propres boîtes. C'est comme ça en fait les bouchers mettaient directement la viande que j'achetais dans mes boîtes. Ça me faisait zéro déchet, c'était top. Mais depuis le mois de mars, depuis le coco, je ne peux plus prendre mes boîtes, ils ne veulent plus mettre dedans. Donc je me retrouve de nouveau avec des déchets. Mais bon, j'ai l'espoir qu'un jour la situation sera remédiée. Je sais que je vais pas pouvoir changer mes habitudes du jour au lendemain parce que les habitudes on la vie dure, hein. Disons que il faut passer outre cette flemme et je trouve que c'est difficile. Ça peut paraître con quand on le dit comme ça, mais réfléchissez un peu dans votre vie, tout ce que vous faites pas par flemme, c'est pas évident. Donc du coup là aujourd'hui j'étais dans mon supermarché, donc j'étais chez Deleuze, donc la marque Deleuze, vous n'en avez pas en France, ça j'en suis quasiment sûre à 100% que vous n'avez pas de ce genre de magasin en France. Donc c'est un supermarché où vous retrouvez un peu de tout et où c'est assez cher. Je pense que dans toutes les enseignes qu'on a en Belgique, je crois que Deleuze doit être la plus chère, mais les produits sont très très bons et surtout vous trouvez des produits en fait locaux. Donc dans chaque Deleuze, enfin je sais pas si je pense que c'est dans chaque Deleuze en fonction des régions, les petites entreprises locales ont un rayon avec leurs produits. Et du coup aujourd'hui je me suis dit que j'allais un petit peu plus m'y intéresser. D'habitude je passais pas forcément dans ces rayons là, enfin je me foutais un peu, je prenais un peu, comme je voulais dans les rayons. Et là en fait je me suis arrêtée au rayon et je me dis c'est pas encore parfait mais c'est déjà un premier pas vers essayer d'améliorer ma façon de consommer et d'acheter des produits. Donc par exemple je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'avais acheté. Alors il y a surtout les courses que j'ai achetées, il n'y a pas des masses mais un petit pas après l'autre. J'ai envie de vous dire que il y aura du changement. Donc j'ai commencé par prendre des yaourts. Ma fille voulait des yaourts à la vanille. D'habitude j'achète toujours les yaourts Danone Greek, je crois que c'est ça. Et là en fait du coup j'ai pris des yaourts d'une ferme qui est pas loin de chez moi. Et donc ce sont des yaourts à la vanille, hein, tout simplement. J'en ai trouvé, donc il y avait vraiment plusieurs goûts et voilà, je lui en ai pris 3 à la vanille. Ça s'achète à la pièce, donc c'est pratique. Ça fait déjà, ça fait du coup, au lieu d'acheter chez Danone des trucs industriels et faire travailler des grosses multinationales, j'ai pris des yaourts qui viennent d'une petite ferme par chez moi. J'ai pris aussi du beurre. Alors ce beurre là, ça par contre j'en prends depuis quand même assez longtemps. D'ailleurs je vais le ranger tout de suite parce qu'il commence à fondre. J'en prends depuis assez longtemps ce beurre là, c'est pas tout nouveau. En fait j'ai commencé à l'acheter parce que j'ai rencontré le propriétaire. J'ai discuté avec lui, enfin j'ai passé une soirée en fait avec lui. Et du coup j'ai vraiment sympathisé avec lui, je le trouvais très très sympa. Et c'est comme ça qu'il m'a dit qu'il vendait son beurre chez Deleuze. Et maintenant du coup ça fait quand même bien 1 an que j'achète en fait le beurre chez lui parce que je sais que c'est lui qui le produit, je l'ai rencontré, je sais que c'est quelqu'un de très chouette et du coup voilà, ça je faisais déjà depuis un certain temps, donc ça c'est pas nouveau. Et finalement ce que j'ai pris, il me fallait des pommes et donc j'ai pris des pommes comme ça qui viennent d'une ferme pas loin de chez moi non plus. Il y avait des pommes et des poires qui venaient de cette ferme là. Par contre je me dis que si j'allais dans la ferme carrément prendre les pommes, j'aurais peut-être pas ce gros sac en plastique, je pourrais directement les prendre comme ça en vrac. Donc ça c'est un peu dommage pour ce sac là, mais je me dis que je vais peut-être pas le jeter et que je vais peut-être le garder pour une autre utilisation finalement.
Donc voilà, alors comme on peut le voir, c'est ça que je trouve marrant, c'est que les pommes sont vraiment moins parfaites que celles que vous pouvez trouver genre les Pink Lady, vous voyez ces grandes enseignes. Par exemple voilà, on voit celle-ci, elle a un petit défaut, mais voilà, moi ça me dérange pas, c'est des pommes qui viennent vraiment du verger là près de chez moi et au moins je sais que voilà, je fais travailler une ferme en prenant ça. Donc voilà, dans tout ce que j'ai acheté, il n'y a pas des masses non plus, mais je n'ai pris que ça. Parce que c'est vrai que du coup dans le Delhaize on trouve pas de tout. Par exemple pour les fruits, j'ai pris des kiwis jaunes parce que j'adore ça. Les kiwis jaunes c'est, voilà, pour le moment je sais pas, j'ai ma folie kiwi jaune. Ben voilà, ceux-là proviennent d'Italie, forcément vous en faites pas pousser en Belgique. C'est pas possible, donc forcément il y a des produits qui viennent pas de la région et qui pourraient pas venir de la région. Mais voilà. Je voulais juste vous parler de ça en fait parce que je me dis que si chacun fait un petit pas, pour finir on va quand même avancer tous ensemble et ça pourra avoir quand même un impact. C'est pas grand chose, comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai acheté ici, je sais pas combien, un kilo de pommes, c'est pas ça qui va faire vivre la ferme. Mais si tout le monde le fait, si tout le monde achète un petit peu dans les producteurs locaux et peut-être regarder dans les supermarchés où vous allez habituellement, peut-être qu'ils ont aussi un rayon avec tous des producteurs locaux. Donc ça peut être sympa de regarder un petit peu ce qu'ils vendent. Et du coup si vous n'avez pas envie comme moi, si vous avez la flemme d'aller dans plein d'endroits différents, ça peut être une alternative. Voilà, moi c'est l'alternative que j'ai trouvée là en réfléchissant un petit peu. J'ai pas dû réfléchir hyper longtemps, mais parfois les solutions en fait on les voit pas alors qu'elles sont très simples et très faciles à trouver. Donc je voulais partager ça avec vous parce que vous soyez en Belgique, en France ou peut-être d'ailleurs, je suppose qu'il y a des enseignes aussi par chez vous qui font ça, qui mettent en avant des petits producteurs locaux dans leur supermarché. Et donc voilà, si vous avez envie de consommer un peu plus local sans pour autant aller dans 50 endroits différents, ça peut être une solution. Voilà. Je tenais aussi à vous parler d'un sujet. Alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, mais je pense qu'une petite piqûre de rappel de temps en temps ça ne fait pas de mal. Il s'agit donc des maisons d'édition à compte d'auteur. Alors je reçois souvent des messages de personnes qui me disent on me demande de payer telle somme, est-ce que c'est normal, est-ce que je dois le faire, etc. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je vous mettrai le lien ici. Une vidéo que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça sur les maisons d'édition qui vous demandent de l'argent et qui sont en fait des grosses arnaques et qu'il ne faut jamais payer pour se faire éditer. Mais il y a une autre méthode aussi que ces maisons d'édition là utilisent et c'est de celle-là dont je voulais vous parler aujourd'hui parce que je ne suis pas sûre que je l'ai déjà mentionné dans une vidéo. C'est l'une de vous en fait qui m'a contactée sur Instagram en me disant voilà j'ai contacté une maison d'édition, le contrat qu'ils me proposent me plaisait bien, voilà tout se passait plutôt bien, ils s'occupaient de tout, des corrections, de la couverture, etc. Et puis en fait dans le contrat je remarque qu'ils me demandent d'acheter 40 livres que je vais devoir vendre par mes propres moyens. Et donc quand j'ai vu ça je me suis dit non non mais c'est pas possible quoi. Je crois que les 40 livres ils demandaient 300 €. Pour les 40 livres, un truc comme ça, je n'ai plus... Ah mais attendez, je vais vérifier, j'ai mon téléphone près de moi. Donc en fait, il justifie ça par le fait que l'auteur doit prendre 40 livres pour montrer sa contribution. Voilà, et donc les 40 livres, l'auteur va devoir les vendre lui-même par ses propres moyens. Et donc voilà, ça faisait 300 € et quelques, donc à mon avis un tout petit peu plus de 300 €. Et donc la jeune fille ici voulait savoir si c'était normal ou pas, voilà. Alors la maison d'édition, si jamais c'est le lys bleu, hein, voilà, comme ça vous savez, n'allez pas chez le lys bleu. Arnaque, n'allez pas chez le lys bleu, surtout pas. Non, c'est pas normal, vous n'avez pas à vous charger de vendre vos livres, ce n'est pas votre job en tant qu'auteur. Si vous décidez de publier dans une maison d'édition à compte d'éditeur, c'est eux qui font tout. Correction, couverture, promotion, vente, ils se chargent de tout. Vous n'avez rien à faire. C'est vraiment très important de le savoir. Alors normalement quand vous publiez un livre en maison d'édition et que celui-ci est vendu en format papier, c'est marqué de toute façon dans le contrat, normalement vous recevez un ou plusieurs exemplaires papier gratuitement pour vous ou pour donner à vos proches si vous en avez envie. Mais vous le recevez gratuitement, vous ne devez pas payer pour avoir votre livre. Par exemple moi chez BMR Édition, pour mon roman Wolves, j'ai reçu 10 exemplaires papier gratuitement. Voilà, la maison d'édition me les a donnés, j'en faisais ce que je voulais, mais je les ai pas payés et je les ai donnés gratuitement à mes proches pour qu'ils découvrent mon roman. Ici la maison d'édition demande à ce que l'auteur achète
40 de ses livres et se démerde, voilà, pour les vendre. T'en fais ce que tu veux, ma grande, tu me donnes 300 €, voilà tes 40 livres, tu fais ce que tu veux. Non, c'est pas sérieux. Et en plus, donc ça vous devez pas faire, hein. Si on vous demande d'acheter vos propres livres, niet, non, vous devez pas faire. Et autre chose, là je me suis dit, comment est-ce que vous pouvez faire pour savoir si une maison d'édition est une arnaque ou pas? Parce que les maisons d'édition à compte d'auteur, ils sont très malins en fait. Souvent, c'est caché, ça se voit pas toujours tout de suite. Je suis donc allée voir sur l'Instagram de la maison d'édition Le Lys Bleu. En fait, directement, vous avez un moyen très simple de voir si c'est une arnaque ou pas. Instagram de la maison d'édition Le Lys Bleu. Qu'est-ce que je vois quand je clique dessus? Le Lys Bleu édition, une vraie maison d'édition professionnelle. Toute la littérature pour tous les lecteurs et tous les auteurs. Une vraie maison d'édition professionnelle. Ah oui, je précise aussi qu'ils ont 2067 abonnés sur leur page Instagram. Donc ils se disent vraie maison d'édition professionnelle, ça veut dire que quoi? Hachette, Gallimard, JC Lattès, sont quoi eux? C'est de la merde, ils sont quoi? Donc vous voyez ça, si vous voyez ce genre de phrase, une vraie maison d'édition professionnelle, vous fouillez. Non, non, on ne met pas ça. Celui qui se qualifie comme ça montre bien qu'en fait il n'est pas du tout professionnel. Allez sur la page d'édition, voilà, on va prendre une autre maison d'édition. Alors, prenons la maison d'édition City Edition, par exemple. City Edition qui n'est pas une grosse maison d'édition. D'ailleurs, ils ont 1050 abonnés sur leur page Instagram. C'est pas une grosse maison d'édition. Mais c'est une maison d'édition à compte d'éditeur. Qu'est-ce que vous voyez quand vous cliquez là-dessus? Romans, témoignages, documents, livres, pratiques, tout pour le plaisir. Point barre. C'est tout. Ils commencent pas à t'enrober le truc en disant qu'ils sont professionnels, machin. Non, pas du tout. Prenez une autre maison d'édition, hein, je continue. Je vais prendre ma maison d'édition, BMR Édition. Qu'est-ce que vous avez comme descriptif? Des romances comme vous n'en avez jamais lu. Promo, héros torturés, voilà, ils font la promo, il y a une promo pour le moment, donc voilà, ils le mettent dans leur profil. Mais ils ne se qualifient pas de professionnels, de maison d'édition professionnelle. Enfin, je veux dire, une maison d'édition correcte, sérieuse, n'a pas besoin de faire sa pub pour attirer des manuscrits en fait. C'est l'auteur qui vient à eux, c'est pas eux qui viennent à l'auteur. Je vous en prends encore d'autres pour que vous voyez la différence, hein. Black Ink Edition, je sais que c'est une très bonne maison d'édition aussi. Et bien qu'est-ce qu'il est écrit? Toutes les encres de la romance. Point barre. Voilà, ça vous montre que ce sont de vraies maisons d'édition à compte d'éditeurs qui vont pas vous arnaquer et qui sont sérieuses. Je prends une autre maison d'édition, je sais qu'il y a une arnaque, donc par exemple Edilivre, voilà. Edilivre, qu'est-ce que vous voyez? Edilivre, l'édition accessible à tous, 12 années d'expérience dans le monde de l'édition. Vous voyez, ils se sentent obligés de se mettre en avant, de vous dire, oh on a 12 années d'expérience, donc ça veut dire faites-nous confiance, on est des vrais, on est des bons. Non, les maisons d'édition qui marquent ça sur leur page, leur profil, vous devez les fuir. C'est un très bon indicateur qui vous montre qu'en fait ils sont pas du tout sérieux, que c'est qui vont vous faire payer en fait, tout simplement. Je vous prends une autre maison d'édition qui a compte d'auteur, les éditions Amalthée. Qu'est-ce qu'on y voit? Depuis 15 ans, notre vocation d'éditeur est de révéler les talents littéraires de demain. Encore une fois, en fait, ils montrent qu'ils sont axés sur les auteurs et pas sur les lecteurs. Ça montre bien qu'ils vont vouloir soutirer de l'argent aux personnes naïves qui vont vouloir leur faire confiance. Donc voilà un petit truc rapide qui peut vous permettre de faire un tri dans les maisons d'édition. Vous allez voir sur Instagram, vous regardez le profil de la maison d'édition et vous voyez ce qui est écrit dans le profil. Rien que ça va directement vous mettre la puce à l'oreille, c'est sérieux, c'est pas sérieux. Donc voilà, je voulais vraiment vous mettre en garde par rapport à ça. Ne vous faites pas avoir. Encore une fois, je le répète, ne payez rien du tout, jamais rien pour vous faire éditer. Que dalle, pas un centime. Alors je voulais vous faire aussi un petit update par rapport à ce que j'ai décidé de faire pour mon roman sur le confinement. Parce que finalement, voilà, j'ai pris ma décision. Même si j'ai pas encore mis des choses en place, je suis bien décidée à faire comme ça. Donc je vais choisir l'auto-édition.
Sous ma dernière vidéo vous étiez assez nombreux à me mettre des commentaires, merci beaucoup d'ailleurs, ça m'a vraiment conforté dans ce que je pensais faire et je trouve ça très très cool que vous ayez participé comme ça et que vous m'ayez donné votre avis, franchement merci beaucoup. Et donc en fait ce qui en ressortait, tout le monde était plus ou moins du même avis je trouve, c'était que je devais le faire moi-même, voilà. Corriger moi-même puisque j'ai quand même pas mal de capacités en orthographe, essayer de me débrouiller le mieux possible et faire ma couverture toute seule, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Pour la couverture, vous m'avez donné un site qui est très sympa, c'est Pixabay, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ceux qui sont un peu dans la même situation que moi. Donc en fait là ce sont des images qui sont pour la plupart libres de droit et que vous pouvez utiliser pour une licence commerciale, donc c'est bien marqué, hein, c'est bien indiqué, donc il n'y a pas de souci pour s'y retrouver. Moi qui n'y connais rien, je m'y retrouve, donc je pense que ça devrait aller pour vous aussi. Et donc vous pouvez choisir comme ça une image et vous pouvez la prendre et en faire ce que vous en avez envie. Donc j'ai trouvé une image très sympa que voilà, je pense que je vais utiliser cette image là, je vous la mettrai ici. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien. Et donc voilà, je vais faire ma popote moi-même. Alors ce sera rien de fou, la couverture ne sera pas dingue, mais je pense que pour un roman vendu à 99 centimes, je crois que ça fera tout à fait l'affaire. En plus il sera vendu qu'en numérique, donc pas du tout en format papier. La correction, bah je vais me débrouiller moi-même, voilà. Je me dis que s'il reste quelques erreurs, vu que le roman est vendu vraiment pas cher, c'est vraiment cadeau, je crois que c'est pas trop grave s'il reste quelques fautes, quelques coquilles, je pense pas qu'on m'en tiendra rigueur quand même, vu le prix du roman quoi, voilà. Donc voilà, je vous avoue que je me suis pas encore penchée sur la couverture ou quoi, j'ai encore rien fait pour le moment parce que je manque de temps et c'est vrai que là j'avais arrêté d'écrire pendant bien 3 semaines et là je m'y suis remise, ça fait 5 jours que j'écris et que j'avance quand même pas mal, j'écris environ 800 mots par jour. Je trouve que c'est pas trop mal comme moyenne, 800 mots par jour. Donc pour le moment comme j'ai un espèce de petit flux créatif, je l'exploite. Et puis bon, j'ai le déménagement qui arrive et c'est compliqué parce que je dois souvent aller à la nouvelle maison pour y bosser parce qu'il y a plein de travaux à faire. Du coup voilà, en fait j'ai plein de trucs en même temps et c'est compliqué de se concentrer sur tout. Il y a un truc qui est prioritaire qui est le déménagement et la maison puisque je déménage le 19 décembre donc il me reste un mois là pour que la maison soit nickel pour quand je rentre dedans. Et puis bon voilà, j'ai déjà fait des cartons et tout ça prend beaucoup de temps et est très fatigant mine de rien. Parce que j'ai une condition physique de merde, disons-le clairement. Si tu veux, le premier jour où j'ai peint toute la journée, le soir je ne sentais plus mes bras, j'étais comme ça dans le divan et je crevais de mal, voilà, je souffrais ma race vraiment. Donc voilà, si tu veux, moi et ma condition physique de merde, ben on a un peu difficile niveau fatigue. En plus de ça, ben, j'ai mon boulot, hein, puisque moi la journée je travaille, voilà, je ne suis plus en télétravail, l'école a repris en Belgique, donc vu que l'école reprend, moi je retourne aussi travailler dans l'école. Je ne suis plus chez moi, donc j'ai eu 2 semaines de télétravail. Là, ben voilà, l'école reprend, donc je suis de nouveau sur place pour gérer tout ce qu'il y a à gérer. Donc la journée, ben voilà, je bosse. Donc le soir, si tu veux, tu as la fatigue de ta journée au travail. Donc voilà, tout ça est assez compliqué pour le moment. Mais voilà, je pense que c'est vraiment ce que je vais faire. Voilà, je vais vraiment faire de l'auto-édition, je vais tester ça. Je vous expliquerai au fur et à mesure de l'avancement comment je fais. Si je fais des bêtises, je vous en parlerai parce que du coup ça vous évitera d'en faire aussi si vous voulez vous lancer dans l'auto-édition. Pour moi c'est vraiment tout neuf, hein. J'ai aucune expérience là-dedans. Alors autant en maison d'édition j'ai de l'expérience depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Autant l'auto-édition j'y connais que dalle. Donc c'est vraiment, je pars de zéro. Et donc voilà, je vous tiendrai au courant un petit peu par rapport à ça. Ah oui, pour le titre aussi, parce qu'en fait quand j'avais envoyé mon manuscrit, j'avais pas mis de titre. J'avais juste mis ça, une romance sur le confinement sans titre. J'avais même pas réfléchi en fait à comment j'allais appeler ce roman. Donc là ça devient quand même urgent si tu veux de trouver un titre, parce que bon, tu vas pas vendre un roman sans titre, hein, c'est pas possible. Donc j'ai pensé à plusieurs choses. Il y en a 2 qui ressortent du lot. J'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent? Est-ce que ça vous donnera envie de l'acheter? Voilà, dites-moi ça. J'avais pensé confiner avec mon crush ou confiner avec mon date.
étant donné qu'en fait ils se rencontrent, donc le couple se rencontre sur Tinder et décide de se rencontrer la veille du confinement. Enfin ils savent pas que voilà on va être confiné le lendemain, donc du coup elle se retrouve coincée chez lui à Dunkerque alors qu'elle vient de Belgique. Voilà, ça c'est un petit peu le pitch de l'histoire. Donc voilà, je ne sais pas, confiner avec mon crush ou confiner avec mon date. Je ne sais pas très bien ce qui irait le mieux. Alors j'ai vérifié, aucun de ces titres ne sont pris pour un roman, donc les deux sont libres, je peux les utiliser. J'avais aussi pensé confiner à Dunkerque, mais j'ai peur qu'en fait ce soit pas très vendeur. Alors j'ai rien contre Dunkerque, hein. J'ai déjà été à Dunkerque et Dunkerque c'est très chouette, mais je ne sais pas si ça donne envie en fait d'acheter le livre. C'est comme si tu disais ici en Belgique confiné à Charleroi, tu vois, hein. Voilà, ça se passe l'explication. S'il y a des Belges qui me regardent, je n'ai rien contre Charleroi, hein, je n'ai rien contre les Carolos. Mon chéri provient de là-bas, donc franchement, Charleroi j'adore, voilà, mais comment dire, ça rend pas du rêve quoi. Si vous avez une autre idée de titre, n'hésitez pas à me la suggérer, hein. Franchement toutes les idées sont bonnes à prendre. Mais voilà, je pense que déjà j'aimerais bien avoir le mot confiné ou confinement dans le titre, parce que bah du coup ça donne vraiment le ton du truc. Et puis il fallait rajouter quelque chose, j'ai pas envie d'un truc non plus trop long quoi, hein. Voilà, un titre en fait un titre percutant qui te donne directement en fait l'idée de ce que tu vas trouver dans le livre quoi. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo qui sera pas mal longue. Vous avez comme ça eu un petit peu des nouvelles. N'hésitez pas à commenter la vidéo, franchement, allez-y, ça me fait plaisir. J'aime bien vous répondre, j'aime bien interagir avec vous, je trouve ça très très chouette. Donc vraiment n'hésitez pas et bah voilà, moi je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures. Bye.